Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming, ça me fait plaisir de vous retrouver. Avant de commencer cet épisode de News Gaming, on va revenir vite fait sur les 3 sondages qu'il y a en ce moment sur dans l'onglet de la chaîne, avec des sondages donc où je vous avais parlé de la prochaine console de Nintendo, la peut-être probable future Switch 2, qui commence à faire parler d'elle avec beaucoup de rumeurs, et je vous avais demandé si vous étiez intéressé, hypé par cette machine. On va voir ça ensemble les amis. Alors, il y a 16 personnes qui ont dit ça m'intéresse pas, d'ailleurs il manque le CCD, je sais pas pourquoi, je l'avais écrit. Ça m'intéresse pas, Nintendo fera encore du Nintendo. Alors on peut comprendre ça parce que c'est vrai que on peut être un petit peu déçu ces dernières années avec Nintendo où à chaque fois les rumeurs semblent vendre du rêve véritablement et puis au final on se retrouve un petit peu déçu. Ça n'empêche pas Nintendo de véritablement cartonner au niveau des ventes, que ce soit console et jeux. Mais c'est vrai que, en tout cas en termes de performance, tout ce qui s'approche ou qui est de la technique brute, de la puissance des machines, on peut être un petit peu déçu ces dernières années. Donc oui, 16%. Et franchement, je comprends ces personnes. Il y en a 6 qui ont dit ouais, bof, pas plus que ça. Alors, ça peut se comprendre aussi, mais ça prouve ce peu de personnes qui ont déclaré ça, que véritablement la console intéresse beaucoup de monde. Car en effet, vous avez été 54% à déclarer que ça a l'air excellent, mais j'attends d'en savoir plus. Ça aussi, c'est logique, parce que ça rejoint un petit peu les derniers qui sont pas intéressés du tout. Car oui, la console est intéressante, en tout cas sur le papier, ça attise la curiosité, mais on va éviter de s'enflammer, on va attendre vraiment d'en savoir beaucoup plus, et même carrément, pourquoi pas, officiellement de la part de Nintendo. 54% tout de même, c'est vraiment beaucoup, et vous avez été 24% à déclarer que c'est génial, je suis hypé, j'attends ça avec impatience. C'est vrai que sur le papier, ça semble vraiment prometteur, on a l'impression vraiment que Nintendo est en train de passer un cap, ou en tout cas, qu'il a envie de proposer quelque chose de différent, en tout cas au niveau de la puissance. Si c'est vraiment le cas, ça risquerait d'être vraiment très intéressant. En parlant de Nintendo, les amis, il y a eu le Nintendo Direct s'est terminé, qui était franchement pas mauvais du tout, et je vous avais demandé comment vous l'aviez trouvé. Vous aviez été 17 personnes à le trouver nul, c'est tout de même assez intéressant et surtout important, 17 personnes qui n'ont pas du tout aimé ce Nintendo Direct. Vous avez été 26 à déclarer en attendre plus, bof, j'en attendais plus. Je vous avoue que moi aussi un petit peu, j'ai bien aimé, mais sur certains points, bon, j'aurais espéré un peu plus de choses. 43% tout de même à dire pas trop mal, et c'est un petit peu là-dessus où moi je me situe entre ça et j'en attendais plus, et 13% pardon, à dire génial, je suis hypé. C'est vrai que certains titres, notamment Super Mario RPG par exemple, cette espèce de nouveau F0 en mode Battle Royale qui peut être assez intéressant. Bref, il y avait tout de même des choses assez intéressantes lors de ce Nintendo Direct, même si moi, personnellement, si je devais donner mon avis, je serais à cheval entre le pas trop mal, c'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais j'en attendais un petit peu plus sur certains aspects, sur certains jeux, mais on verra plus tard, parce que Nintendo n'a pas fini de discuter avec nous, et à mon avis, bientôt, on aura des nouvelles sur quelque chose de beaucoup plus croustillant. Autre événement de la semaine, c'était le State of Play de Sony PlayStation, avec un State of Play plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé plutôt bien, et je vous avais demandé comment vous l'avez trouvé. Eh bien, en fait, c'est assez une douche froide presque pour le State of Play, parce qu'il n'y a que 3% qui l'ont trouvé excellent, 20% c'est tout de même pas mal qui l'ont trouvé vraiment bien, moyen 57%, c'est très important, et nul, carrément nul, 20%. C'est assez rare à souligner, mais tout de même, vous êtes une grosse moyenne qui l'ont trouvé franchement moyen, voire carrément pas top du tout, nul. Alors ça peut se comprendre, c'est vrai que Sony est attendu sur beaucoup de fronts, notamment la PSVR 2, le casque de réalité virtuelle qui peine à s'imposer. Et c'est clair qu'avec pas beaucoup de jeux, ça va être compliqué pour s'imposer. Donc je pense que ça rejoint un petit peu les votes du moyen, voire nul. L'exemple de Spider-Man 2 est à part.
parce que c'était vraiment très très bon. En tout cas, moi j'ai trouvé et j'ai vraiment hâte de voir le jeu enfin sorti avec toutes les notes qui vont arriver, tous les tests. Pour moi, c'est vraiment un futur gros hit pour la PS5. Et puis pour le reste, on verra. En tout cas, le calendrier de Sony dans un futur plus ou moins proche est plutôt intéressant, presque même rassurant, parce que c'est vrai que les dernières prises de parole de Sony, c'est assez compliqué. En plus, ils ont abordé le sujet du jeu service, donc ça peut vraiment faire peur. Là, le jeu service, on n'en a pas vu pendant ce State of Play. On a vu des choses plutôt intéressantes. Donc, on verra un petit peu comment ça va évoluer. Les amis, c'est tout donc pour le retour, la conclusion de ces 3 sondages que je vais clôturer maintenant dans l'onglet communauté de la chaîne. Et on verra plus tard, suivant l'actu qui ne s'arrêtera pas du tout, avec le Tokyo Game Show par exemple qui arrive, où il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, des annonces très intéressantes et bien sûr pas mal de rumeurs. On reviendra très certainement sur d'autres sondages. En attendant les amis, on débute tout de suite l'épisode 143 des News Gaming. Allez, c'est parti. La semaine dernière, et même ce dimanche, on avait abordé ensemble un sujet assez intéressant concernant Electronic Arts, avec ce bon vieux John Riccitiello. Il y a une faculté qu'a Electronic Arts qui me surprendra toujours. En fait, ils ont une faculté hallucinante à détruire les jeux, les licences, que j'ai rarement vu chez les autres en fait. C'est complètement fou. Il y a des studios, il y a des éditeurs qui créent des jeux, Electronic Arts les détruit. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Qui se souvient de Burnout? Qui se souvient de Need for Speed, de FIFA, on pourrait en citer plein. Ils ont une caisse énorme qu'ils traînent derrière eux, avec des cadavres de jeux vidéo, et c'est pas prêt de se terminer. J'ai clairement l'impression que le cimetière gaming de chez Electronic Arts n'est pas prêt de fermer ses portes, parce qu'il y a déjà 2 jeux qui vont les rejoindre, qui vont rejoindre leurs copains très bientôt. L'un d'eux, c'est le titre que vous voyez à l'écran actuellement. Il a été présenté, il est sorti il n'y a pas très très longtemps en fait. C'est Wild Earth. Alors oui, c'est très inspiré de Monster Hunter de Capcom, mais tout de même, il a son originalité. Apparemment, l'aventure est plutôt riche. Techniquement parlant, c'est plutôt pas mauvais. Le jeu est assez joli, assez plaisant. Et en tout cas, il y a du fun, il y a de l'action. Ça a l'air franchement agréable. Ce jeu est tout récent. Il a 7 mois seulement, à peine 7 mois. Et Electronic Arts est déjà en train de l'abandonner. Oui, le support du jeu semble prendre fin très bientôt. Ce n'est pas encore confirmé, mais à mon avis, ça va pas tarder. Vous connaissez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que ça va être le cas, malheureusement, pour ce titre Wild Earth. Je comprends pas en fait Electronic Arts. Comment est-ce qu'on peut engager autant d'argent, autant de temps, d'énergie, de ressources humaines pour détruire un jeu 4, 5, 6, 7 mois après sa sortie? Alors oui, on peut penser aux impératifs financiers. C'est clair et net que si le jeu coûte plus cher à maintenir que ce qu'il rapporte, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et malheureusement souvent décider d'arrêter. Mais il y a des choses à faire en amont quand même, avant d'arriver à cette catastrophe. Parce que c'est une catastrophe, il y a des gens qui peuvent pâtir lourdement de ça. Il peut y avoir des chômeurs à cause de ça. Bref, c'est compliqué. Wild Earth donc semble être sur la fin déjà, 7 mois. J'imagine un petit peu les gens qui ont acheté le jeu et qui le trouvent franchement bon. Malheureusement, il va falloir passer à autre chose, les amis. Mais surtout, ne passez pas sur Immortals of Aveum. Franchement, n'allez pas là-dessus, parce que ça va être la même. Le titre qui semblait vraiment très très bon, en tout cas techniquement ça semble plutôt pas mal, même si il a des problèmes, mais quel jeu n'a pas de problème franchement entre nous en ce moment, hein, les jeux sortent, ils sont même pas encore terminés, mais là encore une fois Electronic Arts s'est pris les pieds dans le tapis, ou je sais même pas comment définir ça, mais Immortals of Aveum, je vous l'avais dit, est un véritable bid. Il faut savoir qu'aujourd'hui en moyenne il y a à peu près 50 joueurs simultanément sur le jeu. Voilà, alors on nous sort un FPS, ok, solo. Ça déjà, cette idée, elle était absolument grandiose. Un FPS, généralement, vaut mieux le sortir en multi, parce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne. Mais non, on le met en solo, comme ça déjà au moins on est sûr que ça va se casser la figure tôt ou tard. En plus de ça, le jeu n'est pas super bien optimisé. En configuration recommandée sur PC, il faut tout de même une grosse carte graphique, une 3070 Ti par exemple. Ça coûte un petit peu un bras. Bref, ça va très mal, le jeu est un bide. Et à cause de ça, le studio de Ascendant, qui est à l'origine de ce jeu, a été obligé de supprimer près de la moitié des effectifs. C'est une véritable catastrophe, tout simplement parce que les décisions en amont, les bonnes ne sont pas prises. Voilà, on lance un FPS
seulement en mode solo, on l'optimise un petit peu avec les pieds, on lance ça dans la nature et on va se demander si ça va bien se passer. Pour Wild Earth, on l'arrête au bout de 7 mois, bref, tout va bien. Comme je disais au début, il y a des compagnies qui créent des jeux vidéo, de véritables pépites, parfois même des chefs-d'œuvre, et puis il y en a d'autres, comme Electronic Arts, qui décident tout simplement d'en détruire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qui se souvient de Contra? Peut-être certains d'entre vous, les plus vieux, parce qu'en fait, c'est un jeu assez vieux. En fait, il faut savoir qu'il était sorti, si je dis pas de bêtises, en 1980, ça date pas d'hier. À l'époque, c'était sur la première vraie console de salon de Nintendo, la Nintendo NES. D'ailleurs, il est sorti aussi sur la Sega Mega Drive, pardon. C'était sous le nom de Probotector. Un autre nom avec des personnages un peu différents, c'était les robots, mais le jeu était le même. Sur la NES, sur Mega Drive, c'était Konami qui était aux commandes. Eh bien, il a été représenté une nouvelle version de Contra qui arrive lors du Nintendo Direct dernier. Ça a été présenté également par Konami, avec l'aide de WayForward qui s'occupe du développement de ce jeu emblématique, légendaire. Le jeu était vraiment très très bon, une action frénétique et une difficulté, elle aussi, vraiment frénétique. Là, le jeu revient avec des nouveaux graphismes. Franchement, c'est plutôt sympa. Et l'éditeur et le développeur promettent vraiment du nouveau. Ce ne sera pas simplement un remaster aussi bête qu'on pourrait l'imaginer. Il y a de belles nouveautés. Et une nouveauté qui est plutôt intéressante, c'est de pouvoir jouer en coopération locale ou en ligne. On pourra faire le mode histoire à 2 en même temps. Et puis le mode arcade jusqu'à 4 joueurs. Il y a beaucoup de choses qui vont rappeler les anciens, certaines armes, les environnements, les boss, les ennemis, bref, il y a beaucoup de ressemblances. Les personnages emblématiques de Contra, pour ne citer que 2, mais il y a donc pas mal de nouveautés. Ce jeu arrive bientôt, hein, et il sera prévu pour le début de l'année prochaine 2024 et il sortira sur toutes les plateformes Xbox One, Xbox Series, donc la X comme la S, la PS4, la PS5, évidemment la Nintendo Switch, mais aussi sur PC. Contra Opération Galuga, ça annonce plutôt pas mal. Moi j'ai hâte, juste rien que pour la nostalgie, ça annonce vraiment du bon. Le studio Respawn vient peut-être de teaser quelque chose de très intéressant. En fait, il faut savoir qu'avec Electronic Arts, suivez mon regard, bien, ils ont procédé à des mises à jour pour les serveurs de Titanfall 2, qui connaissaient quelques petits problèmes. Apparemment, c'est en train d'être réglé. Eh bien, il y a des utilisateurs qui ont remarqué un petit détail dans le patch note de ces mises à jour, des détails un petit peu étranges avec un message un petit peu curieux. On va voir ça ensemble les amis avec une vidéo donc de Titanfall 2 qui personnellement moi j'avais adoré. Dans ce message, il y a un petit texte, dans ce patch note, il y a un petit message, pardon, c'est ce qu'il fallait dire, que je cite, transmission entrante, objet Nessie et une suite de chiffres qui semblent un petit peu aléatoires, un petit peu bizarres, mais en fait pas du tout. Pour commencer, donc, le message juste avant ces chiffres, où il est écrit objet, Nessie, bah, ça fait référence à un easter egg qui était dans la série Titanfall. Nessie est un easter egg. Et il faut savoir aussi donc que cette suite de chiffres un petit peu étrange bah, n'est pas si anecdotique que ça, parce que quand on passe ces chiffres dans un convertisseur de temps Unix, qui est en fait une mesure de temps qui a été fondée depuis le 1er janvier 1970, ces chiffres en fait réfèrent à des dates précises et ce sont les dates de sortie de Titanfall 1, de Titanfall 2 et de Apex Legends. Donc forcément, quand on a les dates exactes de sortie de ces 3 jeux emblématiques de Respawn et qu'en plus de ça, il y a la mention d'un easter egg qui était déjà dans Titanfall 1 et 2, qui est Nessie, forcément, on commence un petit peu à imaginer une probable suite de cette licence Titanfall 3. On verra vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, bah, les fans commencent un petit peu à surveiller ça de très très près. Mais en tout cas, ça paraît très crédible parce que toutes ces petites coïncidences bah, vont dans ce sens, c'est clair et net. Rien de très officiel n'a été prononcé ni par Electronic Arts ni par Respawn, mais c'est vrai que ça sent plutôt bon. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu si c'est vrai déjà, et puis si c'est vrai, bah, le résultat. Parce que comme je vous avais dit, je m'étais bien amusé à Titanfall 2.
J'avais vraiment adoré le jeu, le principe, le fait de pouvoir rentrer dans ce robot immense et de tout péter, c'est absolument fabuleux. J'ai vraiment hâte un petit peu de voir ce qu'ils vont proposer pour un troisième numéro de Titanfall. En tout cas, cette rumeur est très intéressante, j'ai hâte d'en savoir plus. On le sait, Microsoft Xbox ne dévoile pas le nombre d'abonnés de son service Xbox Game Pass. Alors de temps en temps, ils abordent un petit peu le sujet, il avait fait un récemment, mais sinon c'est vrai que c'est une discrétion absolue là-dessus. Mais pourtant, des fois, on arrive à avoir des informations. Alors, on avait appris pendant le méga procès entre Xbox, les autorités compétentes américaines, que Sony avait déclaré que le Game Pass avait atteint voire dépasser les 25 millions d'abonnés. Ça, c'était la déclaration de Sony. Et puis, on apprend aujourd'hui, et ça, c'est assez intéressant parce que en fait, c'est d'une manière pas vraiment officielle. Sur le réseau professionnel de LinkedIn, il y a tout simplement une personne qui a mis une information qui n'aurait peut-être pas dû passer avec une déclaration. Et je cite, lancement et développement du Xbox Game Pass, le service d'abonnement aux jeux vidéo le plus important au monde avec plus de 30 millions de membres. Voilà, ça c'est pour la déclaration de cette personne qui est le senior directeur d'une branche marketing au sein de Microsoft qui s'appelle Craig McNary, qui a donc déclaré ça, qui a mis à jour un petit peu son profil LinkedIn et qui donc déclare quelque chose mais qu'on ne savait pas. On ne savait pas parce que si on fait un petit peu la récap au niveau des abonnés au Game Pass, il faut savoir qu'en avril 2020, le Game Pass totalisait à peu près 10 millions d'abonnés. C'était un peu le début, c'était un peu normal. Je vais sauter quelques dates, mais au mois de janvier 2021, ce nombre d'abonnés avait passé les 18 millions d'abonnés. Un an plus tard, janvier 2022, il y en avait 25 millions. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en octobre dernier, pendant le méga procès entre Xbox, Activision, Sony, le gouvernement américain, Sony avait dévoilé que le Game Pass avait atteint, voire dépassé les 29 millions d'abonnés. Eh bien, c'est pas officiel, mais c'est tout comme. Grâce à monsieur McNary, eh bien, on apprend aujourd'hui que le Game Pass a dépassé les 30 millions d'abonnés. Alors, c'est assez intéressant parce que ça prouve bien donc le service Play, qu'il fonctionne. La progression n'est pas très rapide, on va pas se mentir, mais tout de même, ça fonctionne. Ça prouve qu'il y a des bons jeux dedans, qui attirent donc les gamers, mais ça prouve aussi que le futur du Game Pass peut éventuellement fortement intéresser les joueurs, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une assez bonne progression d'abonnés, parce qu'ils savent très bien que de bons jeux arrivent. Il y a Starfield qui vient d'arriver, le mois prochain, Forza Motorsport qui arrive. En 2024, je vous l'avais d'ailleurs dit pendant la semaine dernière, que le calendrier Xbox s'annonce déjà assez copieux, comme par exemple Microsoft Flight Simulator qui s'annonce vraiment bon, Towerborn, j'ai vu les vidéos et moi ça me plaît, Void aussi, on attend vraiment pas mal de ce jeu. On sait très bien que Hellblade 2 va arriver aussi, mais il y en a d'autres, il y a Eiyuden qui arrive aussi. Bref, des bons jeux, sans parler d'autres plein de titres qui vont arriver, des titres indés par exemple, qui arrivent donc sur le service d'abonnement de Microsoft. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi le service commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Forcément, quand des bons jeux arrivent, ou en tout cas sont en prévision, ça attire le monde, c'est absolument normal, et c'est très bien comme ça, parce que comme je vous le dis tout le temps, la concurrence fait que nous, on en retirera des bénéfices avec de bons jeux, avec des services de qualité. En tout cas, c'est une belle et bonne chose. C'est rassurant pour Xbox. Peut-être qu'avec des chiffres de plus en plus importants, ils vont commencer à discuter, à dévoiler donc ce nombre d'abonnés, parce que forcément, ça permet un petit peu de se mettre en avant. On verra en tout cas, mais c'est vrai que le Game Pass commence véritablement à plaire. Les amis, on le sait, la Nintendo Switch actuelle est une excellente machine. Oui, vraiment une très bonne machine. Les ventes l'attestent, les jeux de qualité qui sortent dessus l'attestent. Mais évidemment, c'est pas une machine parfaite. Elle a aussi ses problèmes. Je parle pas de sa relative faiblesse au niveau puissance brute. On va parler d'un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux, sur Internet, un petit peu partout. C'est le problème concernant les Joy-Con Drift. Vous savez, à partir d'un moment, et ça arrive relativement vite, les sticks des Joy-Con commencent à s'user et puis sans même toucher à la manette, ils glissent de quelques millimètres et du coup, votre personnage, par exemple, là on voit à l'écran Zelda, peut bouger sans même toucher au Joy-Con. C'est un souci, Nintendo
a vraiment eu une tempête leur passer dessus à cause de ça. C'est vrai que c'est pas vraiment génial. Une console qui est bourrée de qualité, mais ça, c'était en tout cas un défaut assez majeur. Et Nintendo avait pris les devants concernant ce problème de Joy-Con Drift. Et à mon avis, ils sont en train de vraiment faire attention à ce problème pour la prochaine console qui devrait sortir normalement peut-être la fin de l'année prochaine. On verra ça plus tard les amis. Mais c'est vrai que ce problème des Joy-Con Drift, on pourrait en avoir peur pour la prochaine console. Et je me souviens avoir abordé un petit peu le sujet avec un abonné il y a un petit moment. Et moi, personnellement, je me suis dit, c'est pas possible. Nintendo ne peut pas refaire la même erreur avec ce souci des Joy-Con Drift pour la prochaine console. C'est pas possible. Ils savent que le problème existe, ils le connaissent parfaitement, et il est sûr et certain qu'ils savent comment le traiter. Eh bien, je pense que oui. Tout simplement parce que Nintendo a déposé un brevet, pour l'instant aux États-Unis, qui fait mention d'un système qui se passe de ce qu'il y a actuellement sur les Joy-Con actuels de la Switch actuelle pour passer sur une sorte de fluide qui s'épaissit, qui bouge suivant un champ magnétique. Ça paraît très futuriste, mais en fait pas vraiment. C'est déjà utilisé dans pas mal de domaines. Et à mon avis, Nintendo va très probablement utiliser cette technologie, cette méthode, pour pouvoir éviter l'usure mécanique des sticks, de l'intérieur des sticks, du mécanisme des sticks, des Joy-Con, pour éviter donc ce problème des Joy-Con Drift. Ce serait vraiment une bonne chose. Déjà, ça prouve que Nintendo fait attention au retour des joueurs. Le problème était tellement important que franchement, rééditer la même erreur, le même problème, ce serait se tirer une balle dans le pied. On a autre chose à faire que de régler ces problèmes, parce que des problèmes, il y en aura quand même. Si on peut en évacuer certains dès le début, franchement, c'est pas une mauvaise idée. À mon avis, Nintendo va dans ce sens. On verra vraiment. Est-ce que ce fluide magnétique pourra aussi servir en quelque sorte de retour adaptatif ou de retour de force, un petit peu ce qu'on trouve sur la DualSense de la PS5. Franchement, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand on imagine un fluide qui réagit au magnétisme, il suffit d'y accoler plus ou moins de force électrique, donc d'intensité plus ou moins forte au niveau du champ magnétique, pour pouvoir assurer des vibrations, des retours haptiques au joystick qui équiperont donc ces futures manettes de la future console de Nintendo. Ça semble une hypothèse plutôt intéressante. On verra ce qu'il en est. En tout cas, je vous l'ai dit, les amis, il y a beaucoup de choses autour de Nintendo actuellement. Et plus on va se rapprocher de la date fatidique, en tout cas du reveal de la présentation de cette console, et plus il va y en avoir. Là, on aborde donc le sujet de ce fameux brevet concernant l'absence, j'espère, de Joy-Con Drift pour les prochaines manettes de la prochaine console de Nintendo. C'est sûr et certain, restez connectés, des nouvelles, des rumeurs, des leaks, on va en avoir un sacré paquet. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 143e épisode des News Gaming. Décidément, ça avance assez vite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires. On discute très régulièrement tous ensemble et même de plus en plus de monde rejoignent les commentaires. Franchement, merci à vous. Ça rend la chaîne vivante, tout simplement. Et ça me fait toujours un énorme plaisir d'échanger avec vous, de voir vos opinions, aussi un petit peu votre historique parfois au niveau du gaming, du jeu vidéo. C'est toujours super intéressant. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des News Gaming. Bonne journée à tous. Bye bye.